Okay, Ja, wir hören Sie. Je pense qu'on va commencer. Au nom de la Chambre des métiers, nous vous souhaitons la bienvenue à notre conférence d'après-midi sur la facture électronique structurée dans le cadre des appels d'offres et des publics et des contrats de concession. Nous allons bientôt avoir Monsieur Soissons. Je vais vous dire quelques mots. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat et utilisez la fonction Everyone pour que tout le monde puisse voir les questions. Donc, vous posez les questions, vous les mettez dans le chat, on va les rassembler et vous les poser à la fin de la présentation. Je vous envoie également un lien via le chat pour une page de menu sur laquelle vous trouverez davantage d'informations sur la facturation électronique. S'il y a des questions, n'hésitez pas, mettez votre question dans le chat et on va la poser. Je vais donner la parole à Monsieur Virion. Merci. Bon après-midi. Je suis heureux de pouvoir faire une conférence sur la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. On aurait souhaité vous accueillir ici à la Chambre des métiers, mais Omicron nous a mis des bâtons dans les roues. Nous espérons toutefois que cette conférence sera utile pour tous. À la mi-décembre, vous savez bien, une nouvelle loi a été publiée selon laquelle l'État n'acceptera uniquement des factures électroniques dans le cadre des appels d'offres publics. Grâce à cette loi, le gouvernement veut faire en sorte que le processus de paiement se fasse de manière automatisée, plus rapidement et plus efficacement. Donc, moins de charges administratives pour les entreprises qui pourront travailler de manière plus efficace et compétitive. Ça veut toutefois dire pour les entreprises qu'il va falloir mettre en place une série de processus qui seront digitalisés, et ceci pendant une période de temps relativement courte, ce qui sera également lié à des coûts et des efforts. Une facture électronique ne sera qu'une facture qui sera émise dans une forme structurée électronique qui permettra un traitement automatisé et électronique et sera transmise par le réseau PayPal. Si jamais vous ne comprenez pas ce qu'on entend par facture structurée et ce que le réseau PayPal fait exactement, ne vous en inquiétez pas, c'est bien la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Donc, par rapport à la grandeur, la taille de l'entreprise, la loi entrera en vigueur à différents moments. 18 mai pour les grandes entreprises, 18 octobre pour les entreprises de taille moyenne et 18 mars 2023 pour les petites entreprises. Monsieur Soissons Gérard du ministère de la Digitalisation vous expliquera quelles seront les obligations auxquelles vous serez confrontés et ce qu'il faudra faire pour les remplir. Il vous expliquera également quelles seront les solutions de transition que l'État mettra à votre disposition par l'intermédiaire de guichet.lu. Steve Graham, de Open PayPal, vous expliquera exactement de quoi il s'agit quand on parle réseau PayPal. Si vous avez des questions, posez-les par la fonction chat. Les prestataires qui avaient prévu d'avoir un stand ici à la Chambre des métiers ont maintenant un stand virtuel sur le site de cet événement. Nous vous encourageons vivement de prendre contact avec eux. Je nous souhaite et je vous souhaite un après-midi utile et intéressant et espère pouvoir vous rencontrer prochainement à Kirchberg. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Soissons, la parole est à vous. Ja, ich habe mein Mikro noch eens. Die Gesichtspresentation. J'avais le micro qui n'était pas allumé. Vous voyez la présentation sur votre écran, oui. Comme déjà dit, je suis Gérard Soissons
du ministère de la digitalisation, où je suis en charge, entre autres, de tout ce dossier de la facturation électronique. Je présente aujourd'hui tout le cadre légal et les obligations qui s'en suivent. Et bien sûr, les solutions qui seront à votre disposition. Comme je l'ai déjà dit, depuis le 13 décembre de l'année dernière, il y a une nouvelle loi qui est en vigueur, qui crée de nouvelles obligations pour les entreprises, pour les opérateurs économiques, comme ils appellent dans le cadre de la législation. Ça peut également être d'autres organismes hors entreprise. Donc, il faudra facturer de manière électronique. Cette loi s'inscrit dans une autre loi du 16 mai 2009 exactement. C'est pour ça que je veux d'abord vous dire, dans cette loi du 16 mai 2019, plus précisément, ce qui se trouve dans cette loi. Sinon, on ne va pas comprendre la loi de décembre de l'année dernière. D'abord, la loi du 16 mai 2019, c'est une loi qui est une transposition d'une directive européenne 2014/55 du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. Donc, cette loi de 2019 a simplement transposé cette directive. Dans cette loi, il y a déjà une loi qui a été créée pour le pouvoir adjudicateur et pour les entités adjudicatrices afin de pouvoir recevoir et traiter les factures électroniques. Ça confirme l'État, les administrations, les communes, etc., qui ont été obligés de recevoir des factures électroniques et les traiter par la suite. Les critères, afin de savoir ce qu'est une facture électronique et qui font qu'une facture est conforme par rapport aux obligations européennes et nationales. Donc, ces obligations étaient déjà déterminées dans la loi de mai 2019 et n'ont pas changé. Une facture électronique était déjà en 2019, comme expliqué par M. Virion. C'est une facture qui est électronique, qui est structurée et qui permet de faire en sorte que la facture est traitée automatiquement. C'est un ordinateur qui comprend automatiquement comment traiter la facture. Ce n'est pas seulement un document Word, pas seulement un PDF qui est scanné, mais c'est, pour dire clairement, c'est un fichier XML ou tout autre fichier qui contient un XML, donc un fichier structuré contenant des métadonnées que la machine peut lire, que l'ordinateur peut lire tout de suite. C'est ça la définition d'une facture électronique. Donc, c'était le cas en 2019 et c'est toujours le cas. Ensuite, il y a un autre concept qu'il faut comprendre, c'est le concept de la syntaxe. C'est le format, en fait, qu'une facture peut avoir. Et au niveau européen, il y a deux formats qui sont acceptés. Une facture électronique doit être faite dans l'un des deux formats, des formats XML pour les deux. Je vais y revenir plus en détail. 2019 déjà, il a été déterminé que pour qu'une facture électronique soit conforme, elle doit être conforme à la norme européenne. Donc, je vous ai mis la référence ici. Donc, la facture électronique doit bien être conforme à cette norme et elle doit être faite
être faite dans l'un des deux formats qui ont été déterminés au niveau européen. Donc, tant la norme que les formats ne sont pas définis par le Luxembourg, mais au niveau européen, par un acte d'exécution de la Commission. Si on compare ça à un élément du niveau national, et chaque pays au niveau européen doit respecter ce qui a été déterminé et donc respecter les standards et utiliser donc l'un des deux formats prescrits. La loi de 2019 s'applique également à l'ensemble des marchés publics. Ça ne change pas pour la loi de 2021. Ça veut dire la totalité des marchés publics sont dans le champ d'application de la loi. Il n'y a aucun seuil par rapport au marché public, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement les marchés publics qui doivent être faits par une soumission, mais ça s'applique à tous les contrats faits entre un opérateur économique, d'une part, donc une entreprise ou une autre entité qui offre des produits et services, et d'autre part, un organisme du secteur public. Chaque contrat tombe sous ce concept du marché public. C'est bien la définition du marché public telle que définie dans la loi de 2018. Donc, il n'y a pas de nouveaux éléments récents. Nous reprenons la définition telle qu'elle se trouve dans la loi sur les marchés publics. Qu'est-ce qui a été modifié par la loi du 13 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Cette loi remonte à un projet de loi qui a été déposé à la Chambre des députés l'année dernière, le 20 janvier, et qui a été voté le 2 décembre l'année dernière à la Chambre. Cette loi a déjà été officiellement publiée le 14 décembre l'année dernière et le règlement grand-ducal a été publié en même temps. Règlement grand-ducal qui base sur la même loi et qui précise certains moyens, comme par exemple le réseau de livraison commun et les solutions techniques alternatives utilisées pour la facturation électronique. Pourquoi cette loi de l'année dernière a été faite? Le but, c'est d'être un déclencheur, un catalyseur, afin de faire en sorte que dans le secteur privé, ce soit utilisé. Le premier but n'est pas que l'État puisse facturer plus rapidement, mais ça pourrait être un objectif, mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'objectif principal, c'est plutôt sur créer un déclencheur, un catalyseur qui pousse les entreprises dans le secteur privé à adopter la facturation électronique et afin que le bénéfice ne soit pas pour l'État. Ce n'est pas que les entreprises le fassent pour l'État, mais quand elles font quelque chose pour l'État, elles pourront l'utiliser également dans le secteur privé parce que ces solutions mises en place, le réseau PayPal, permettent, si on l'utilise pour l'État, qu'on puisse aussi l'utiliser pour d'autres entreprises privées et de créer une situation dans laquelle chaque entreprise puisse facturer entre elles de manière électronique. Et progressivement, dans une dernière phase, également faire des facturations par rapport aux utilisateurs normaux. Donc, le B2B est finalement dans une phase ultérieure également le business par rapport aux particuliers. Était-ce nécessaire de mettre
sur pied ce système. C'est déjà obligatoire dans pas mal de pays. On n'est pas parmi les premiers. Les pays scandinaves sont bien plus avancés. Également en Italie, c'est obligatoire depuis pas mal de temps. En France également et dans plein d'autres pays. C'est une question de temps afin qu'à Luxembourg, on arrive à introduire cette facturation électronique pour ne pas être en retard par rapport aux autres États membres. C'est important pour la compétitivité des sociétés et cet avantage est évident. Une fois que c'est mis en place, les coûts se réduisent, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Il y a moins d'erreurs qui peuvent survenir. Il faut finalement moins de personnel. Et puis, l'objectif n'est pas seulement le business, les entreprises par rapport au gouvernement ou à l'État, mais également permettre de les utiliser pour B2B et plus tard pour le B2C. L'objectif principal, c'est d'augmenter la compétitivité du secteur privé, d'aider à l'augmenter. Il s'avère que cette loi 2019 n'a spontanément rien créé dans le secteur privé. C'est la même chose dans d'autres pays. Si l'État ne crée pas une obligation pour la facturation électronique, alors rien ne bouge dans le marché et le status quo reste en place. La nouvelle obligation, la principale nouvelle obligation de cette loi de décembre 2019, c'est que les opérateurs économiques, soit les entreprises ou d'autres organisations proposant des services ou livrant des produits, qu'elles auront l'obligation d'émettre leur facture en tant que format, sous un format électronique et la transmettre au pouvoir adjudicateur. La facture électronique doit être conforme, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un fichier XML qui est conforme. Et c'est conforme lorsque cette facture correspond bien à la norme européenne et est émise sous forme de l'un des deux formats introduits. Ce que l'article 4 bis introduit, un nouvel article, c'est lorsque il y a une version électronique qui est transmise et c'est une simple facture qui est transmise, c'est seule la facture électronique a une validité. Par exemple, quand il y a un fichier XML auquel vous ajoutez une pièce jointe, par exemple une copie d'une facture en PDF, ensuite, c'est quand même toujours le fichier XML, la version structurée avec les métadonnées, c'est bien ce fichier qui fait foi. Et le fichier PDF est considéré comme une copie ou une deuxième version. Zwischen den zwei, also wann eng Divergenz gibt zwischen dem PDF und dem XML XML als den XML-Fichier, die mat strukturiert Donien den zielt. S'il y a une divergence entre les deux fichiers, cette version électronique fera foi. Il y a une obligation de facturer de manière électronique en 3 étapes. Première étape, c'est pour les grandes entreprises à partir du 18 mai 2022, 5 mois après l'entrée en vigueur de la loi, qui a été publiée le 14 au Légilux, et les lois publiées dans Légilux entrent en vigueur 4 jours après. Donc, on en arrive au 18 du 12
2021 comme date de vigueur. Et si j'ajoute 5 mois, j'en arrive au 18 mai 2022. Donc voilà pour les grandes entreprises. Ici, au Grand-Duché, ça concerne une trentaine d'entreprises, pas plus, dans cet ordre de grandeur. Deuxième date, 10 mois après, on arrive au 18 octobre de cette année. Et la dernière date va être le 18 mars 2023. Donc, à cette date, au 18 mars 2023, toutes les entreprises seront couvertes. Donc, les petites tailles, les entreprises de petite taille sont la majorité des entreprises luxembourgeoises qui devront donc avoir observé cette loi en 2023, 18 mars. Donc, qu'est-ce qu'une grande entreprise? Qu'est-ce qu'une petite entreprise? C'est défini dans la loi. On dit qu'un opérateur économique de grande taille, c'est une entreprise, un organisme qui exécute des travaux ou livre des produits ou preste des services. Disons, c'est une définition simple d'un opérateur économique. Grande taille, ça veut dire les entreprises, les entités qui remplissent au moins 2 des 3 critères, ou les dépassent même. Ça veut dire leur bilan doit excéder les 20 millions, le chiffre d'affaires être de 40 millions. Et troisième critère, ils doivent occuper 250 personnes au minimum. Ces critères proviennent du registre de commerce. On ne les a pas inventés. Ça vient d'une loi qui existe, sur laquelle on s'est basé. Une loi qui prend ces critères pour définir ce qui doit se trouver dans les bilans et autres. Deuxième groupe, les opérateurs économiques qui ne dépassent pas 2 de ces 3 critères, donc 20 millions, 40 millions et 250 personnes. Et le dernier groupe, c'est ceux qui ne dépassent pas les limites de 4,4 millions au bilan, 8,8 millions de chiffre d'affaires. Donc, il faut pas dépasser 2 des 3 critères et avoir 50 personnes. Donc, je pense que les entreprises artisanales, dans beaucoup de cas, se trouveront en dessous de la dernière limite. Elles peuvent se situer au-dessus. Voilà. Dann, was geht es sonst noch an dem Gesetz von 2019? Donc, quoi d'autre dans cette loi de 2019? Ce qui est important, il y a un nouvel article 4 ter lié au règlement grand-ducal. Règlement grand-ducal relatif à l'article 4 ter détermine ce qu'est le réseau de livraison commun, c'est PEPOL. Vous aurez une présentation plus détaillée rien que sur PEPOL. PEPOL sera utilisé par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de facteurs électroniques. Donc, ils doivent être capables de recevoir les factures électroniques par PEPOL. Au-delà de PEPOL, pour la transmission automatisée, il y a également 2 possibilités et solutions de transition alternative. Auch dauerhaft wird, En fait, ce n'est pas seulement transitoire, ce sera mis à disposition également de manière permanente, mais on espère qu'elles seront moins utilisées. Ce sont 2 formulaires qui sont proposés sur myguichet.lu. Au plus tard, avant la date de la première obligation, ça veut dire en mai.
quand ça sera d'utilité pour les premières entreprises. Donc, il s'agit d'abord d'un formulaire dans lequel je peux introduire manuellement les éléments de manière manuelle et puis émettre la facture et l'envoyer par le formulaire. Et ce que j'ai envoyé est alors converti en une facture électronique et transmis. Ce qui veut dire une facture électronique conforme sera envoyée. Deuxième option, c'est un deuxième formulaire proposé sur MyGuichet également. C'est pour ceux qui ont déjà une facture électronique conforme pour qu'ils puissent la télécharger sur le site et par le site, en proposant le formulaire, ils pourront soumettre le formulaire de cette facture électronique et l'envoyer par le biais de ce formulaire. Ce sont les deux possibilités et les deux solutions qui sont prévues dans le règlement conduit. Der Regierung an Zielsätze vom Gesetz. L'objectif du gouvernement et de loi est plutôt que PayPal soit utilisé de manière plus systématique. Ces solutions alternatives conviendront plutôt pour des solutions de transition pour les entreprises qui n'ont pas la maturité nécessaire pour pouvoir transmettre une facture électronique. Mais l'idée n'est pas de les utiliser de manière permanente, par exemple, d'ici 5 ans, puisque ce ne serait pas vraiment un gain au niveau du temps, ni un gain au niveau de l'efficience. Quelles solutions auront les émetteurs de factures, donc les entreprises et autres opérateurs économiques? Ils peuvent louer un point d'accès PayPal. Je vais revenir plus en détail. Il y a toute une série de prestataires de services, des sociétés de prestation de services qui proposent un point d'accès PayPal par lequel ils peuvent donc recevoir on peut envoyer les documents et là, auprès d'un de ces prestataires, on peut recevoir un point d'accès, plus précisément le louer. En général, ça ne coûte pas grand-chose. L'opération ne coûte pas très cher. C'est en général facturé sur base du nombre de messages envoyés et reçus. C'est une affaire de centimes par message. C'est beaucoup moins cher qu'une facture normale qu'on envoie par le biais de la poste. Ensuite, on peut mettre en place son propre point d'accès PayPal. Il y a des solutions qui existent. C'est plutôt une solution qui fait du sens pour les grandes entreprises. Je ne peux pas imaginer que ça soit une bonne approche pour une petite entreprise parce que ça demande beaucoup d'efforts. Il faut un service pour mettre tout en place. Chez les petites entreprises, en général, ce n'est pas le cas. Troisième approche, et c'est celle qui fait le plus de sens pour les plus petites entreprises et plus facile à mettre en place, c'est utiliser un logiciel de facturation existant, un logiciel de comptabilité qui, par défaut, permet d'envoyer des factures par PayPal. Il y en a de plus en plus. Également ici à Luxembourg, on en a. Il y en a qui ont ce genre de logiciel. Il y a une série d'entreprises qui proposent ce genre de logiciel de facturation
Et s'ils n'ont pas encore la solution, ils travaillent dessus afin que leur facturation ou comptabilité soit par défaut conforme à l'envoi de factures par PayPal. Pour la plupart des entreprises, ça constitue le chemin le plus simple. Un avantage, c'est que PayPal est une solution européenne qui n'est pas seulement utilisée au Luxembourg, mais bien au-delà, dans d'autres pays de l'Europe et qui est de plus en plus utilisée. Et c'est pour ça que les sociétés de logiciels trouvent que c'est intéressant pour elles de faire des adaptations de leur logiciel pour fonctionner via PayPal. C'est mieux que de créer une approche uniquement nationale. Dernière approche, c'est d'utiliser les formulaires qui se trouvent sur MyGuichet, qui ont été proposés, qui ont présenté tout à l'heure. Alors, vous allez avoir une présentation plus détaillée de PayPal. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, puisque nous aurons une présentation rien que dédiée à ce système. Mais je veux vous présenter néanmoins quelques points fondamentaux qui me semblent importants. Comment fonctionne PayPal? On appelle ceci Delivery Network, un réseau pour des livraisons électroniques, si on veut dire. Il existe une sorte de livraison. Ici, il s'agit, PayPal, c'est un réseau 4 corners, modèle 4 corners. Donc, il y a le back-office, où l'informatique de ceux qui envoient les factures envoie la facture à un point d'accès PayPal, c'est le corner 2 que vous voyez ici. Et ce n'est que quand on est au corner 2 que PayPal intervient. Ce corner 2 envoie une facture structurée suivant les modèles. Il l'envoie au corner 3, c'est celui qui réceptionne la facture. Et de ce corner 3, la facture est envoyée après que le back-office l'ait revue, quelle que soit la solution électronique. PayPal ne couvre que ce qui est dans la colonne de droite sous Standardized. La manière dont fonctionnent les points d'accès et comment fonctionne la communication entre C2 et C3. C'est ça, PayPal. Ce qui se passe entre C2 et C3, c'est ça qui est proposé par PayPal. Comment se fait la liaison de l'expéditeur au service? Il y a différents moyens de le faire et il y a différentes sortes de fichiers qui peuvent être envoyés. Donc, c'est toujours fait comme le souhaite l'expéditeur, parce que la structuration est souvent faite qu'à partir du moment où PayPal intervient. La même chose pour le destinataire, à partir du moment où il y a un accès pour le destinataire, là aussi, chaque entreprise peut utiliser sa propre solution. Ce n'est pas défini par PayPal. Tout à l'heure, vous aurez davantage de précisions concernant ces points. Un des avantages, c'est qu'une fois que vous avez un point d'accès PayPal, la possibilité d'envoyer quelque chose par PayPal, ensuite, vous pouvez non seulement l'envoyer à une autorité, par exemple à l'État, mais à tous les autres qui ont un accès, toutes les sociétés qui ont un accès à PayPal. Ça veut dire par le fait d'envoyer
une facture standardisée à l'État, vous pouvez également envoyer une facture aux autres entreprises et aussi recevoir une facture de ces entreprises si vous le souhaitez. Je répète, les avantages de PayPal, un système ouvert et interopérable, une solution non propriétaire, c'est géré par une association sans but lucratif de droit belge qui est basée, contrôlée par les États membres d'États de l'Union européenne et qui est basée sur un projet européen qui a été mis en place par l'Union européenne, les États membres. C'est une manière de communiquer de manière sûre, ce qui est la différence par rapport à une communication email. Donc, la communication entre points d'accès, c'est crypté, personne ne peut le lire. Donc, on parle là de non-répudiation, c'est un terme technique qui veut dire que lorsque vous envoyez une facture, vous avez automatiquement la preuve que l'autre personne l'a reçue. Le destinataire ne peut pas dire « je ne l'ai pas reçu ». C'est la non-répudiation. Donc, l'envoi par PayPal prouve automatiquement que l'autre destinataire l'a reçu et le moment quand ça a été fait. C'est une solution qui est déjà largement utilisée au niveau européen et international et qui est de plus en plus utilisée. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Cette solution permet d'office l'échange dans les deux sens, l'envoi et la réception, par rapport aux organismes du secteur public, mais aussi par rapport à toutes les autres entreprises utilisatrices de PayPal. Et ce système permet également l'échange transfrontalier parce que c'est une solution transfrontalière, non seulement pour Luxembourg, mais bien une solution qui peut être utilisée, qui peut permettre d'envoyer, de recevoir des factures d'autres pays. PayPal permet aussi par défaut l'échange d'autres types de documents autres que la facture électronique, même si nous, on l'utilise pour la facture électronique. Et par ce chemin, on pourra, par exemple, envoyer des bons de commande et d'autres documents qui sont utilisés dans le cadre d'un marché public peuvent être échangés par le biais de ce réseau. Donc, les possibilités sont loin au-delà de la facture électronique. Et si vous envoyez une facture par PayPal, vous êtes d'office conforme aux exigences de la loi. Il n'y a donc aucune nécessité de vous poser des questions quant à la conformité, parce que PayPal s'occupe du fait que le système est conforme à la directive européenne et par la suite à la loi luxembourgeoise. Quelques informations en plus. C'est d'office conforme à la norme européenne. Il y a quelques extensions spécifiques qui ne mettent pas en question sa conformité. C'est un business language qui est utilisé, UBL. Vous trouverez davantage d'informations sur les standards et c'est un fichier qui est donc échangé par PayPal. En tout dernier lieu, une vue d'ensemble des principaux liens. Là où vous trouvez des informations intéressantes. Tout d'abord, un dossier qu'on a mis en place, un dossier appelé facturation électronique, publié sur le site du ministère de la Digitalisation. Ensuite, sur Légilux, vous avez un texte consolidé de la loi modifiée du 16 mai 2019.
y compris les changements, les modifications qui nous sont parvenus par le règlement du 13 décembre 2021. Donc, vous trouvez tout sur un même endroit, les textes en vigueur actuellement. Et finalement, vous avez le réseau de livraison commun PEPPOL. C'était beaucoup d'informations, je crains fort, peut-être compliqué. J'ai espéré le faire de manière simple, mais c'est un sujet qui comprend une certaine technicité. Je ne sais pas si la Chambre de métier souhaite immédiatement répondre aux questions ou attendre plus longtemps. On a effectivement reçu une série de questions. C'est pour ça, je pense qu'on va énumérer celles qui vous concernent. Une question qui revient souvent, c'est la solution transitoire qui sera sur guichet.lu. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ce propos? Quand est-ce qu'elle sera en ligne et comment se déroulera cette solution? On nous demande notamment comment l'accès est réglé, s'il faut un certificat LuxTrust ou qui dans l'entreprise aura droit à l'accès. Donc, les deux formulaires pour la solution transitoire, c'est les deux formulaires qui ont été déterminés par le règlement. Ce ne sont pas vraiment des solutions transitoires parce qu'il n'est pas prévu qu'elles vont disparaître après un certain temps. Donc, dans cette forme-là, ils ne sont pas transitoires, même si on les appelle comme ça. Donc, on les appelle plutôt solutions alternatives pour transmission manuelle. Ce sont des formulaires en ligne où chaque fois, je ne peux transmettre qu'une seule facture. Je dois aller chaque fois sur MyGuichet et mettre la facture, ou alors prendre une facture existante et la téléverser. La disponibilité de ces formulaires sera en ligne avant la première date d'application pour les grandes entreprises, donc avant le 18 mai 2022, donc avant cette date. Donc avant cette date, les deux formulaires seront à disposition. Je pense que j'ai répondu à votre question, n'est-ce pas? Je vois aussi une question si PEPPOL supporte le format. PEPPOL supporte les deux syntaxes et l'autre syntaxe après PEPPOL, d'après le standard PEPPOL. On a mis en place ce formulaire. Donc, je peux aller sur MyGuichet. Je peux y mettre un fichier. Donc, je ne dois pas réintégrer toutes les données. Je peux téléverser donc ce formulaire. C'est plus rapide que de rentrer chaque information en détail. Le format ouvert est une exception au niveau européen. C'est une solution spécifique nationale et nous sommes décidés pour une approche européenne plus ouverte et le plus générale possible. Ensuite, question qui revient à plusieurs reprises. J'essaie de la synthétiser. Pourriez-vous expliquer en général quelles entreprises sont concernées plus particulièrement? Par exemple, est-ce qu'un salon de coiffure sera également concerné par ce genre de solution? Fondamentalement, chacun qui fait un marché public avec l'État. Au départ, j'ai essayé d'expliquer, je peux vous le remontrer, qu'est-ce qu'un marché public? Voilà le slide. La loi s'applique à tous les marchés publics. Il n'y a pas de seuil.
Il n'est pas important si le marché public concerne 100 euros ou 100 000 euros. Un marché public est suivant la loi sur le marché public, c'est rien qu'on a inventé, c'est la simple définition, c'est un contrat à titre onéreux, un contrat où j'ai une contrepartie financière. Si je ne demande pas une contrepartie financière, ce n'est pas un contrat public et qui est conclu par écrit, où j'ai un contrat écrit, que ce soit un contrat traditionnel ou alors que l'organisme fait une commande et l'autre société fait une offre, donc c'est aussi un contrat par écrit, ou que le bon de commande provient de l'État et quelque chose est livré par la suite, c'est aussi considéré comme contrat. C'est chaque fois quand l'État consomme auprès de quelqu'un, je suis dans le cas de figure d'un marché public. Si un fonctionnaire, par exemple, paye lui-même et veut se faire rembourser par quelqu'un d'autre, alors il n'y a pas de contrat entre l'État et le coiffeur, mais juste entre le coiffeur et une personne privée. Et dans ce cas de figure, le salon de coiffure n'est pas concerné par la facturation électronique. J'espère que c'est assez précis. On nous a demandé également, donc le marché public, on parle aussi de communes, gouvernement, administration, qui est encore concerné? Toutes les organisations qui tombent sous la législation du marché public, ça veut dire tous les opérateurs économiques, l'État central, les ministères, les administrations, les communes, aussi les entités adjudicatrices comme par exemple Enovos, et aussi des établissements publics quand ils sont contrôlés par l'État ou quand ils sont financés par plus de 50% par l'État. Ça veut dire toutes les organisations qui sont contrôlées de facto par l'État ou financées par plus de 50% par l'État. C'est la définition qui est dans la législation sur les marchés publics. On n'a pas réinventé la roue. C'est la définition normale de ces organismes du secteur public qui tombent sous la législation du marché public. Donc, toutes celles qui doivent respecter la législation sur les marchés publics. Donc, tout cela sont considérés comme pouvoir adjudicateur et tombent sous cette législation. Et quand ils commandent quelque chose, quand ils font un contrat avec une société, alors on est dans le cadre d'un marché public. Ça veut dire qu'il y en a énormément. Donc, différence entre para-étatique ou étatique, c'est la définition de la législation sur les marchés publics. Tout ce qui est de près ou de loin lié à l'État. Un autre terme qui se trouve dans la législation, c'est organisme du secteur public. Ça couvre le même concept. Encore une fois, tout ce qui est considéré de près ou de loin comme faisant partie du secteur public, vous trouverez la définition précise dans la loi du 8 avril 2018 et elle est référencée également chez nous. Tout ce qui est directement l'État, les ministères, les administrations, les communes, d'autres syndicats qui sont composés par les communes, les établissements publics directement contrôlés par l'État et également ceux qui sont financés par plus de 50% par l'État. Donc, les ASBL peuvent également en faire partie.
Il y a encore une série de questions concernant les délais pour les grandes entreprises, les moyennes et les petites. Pourriez-vous encore rentrer dans le détail pour les critères? Quel type d'entreprises sont catégorisées comment? À quoi faut-il faire attention? Ces critères sont ceux qui sont listés ici sur le slide. On regarde la hauteur du bilan, du chiffre d'affaires et le nombre de compose le personnel. Donc, comme année de référence, on compte l'année 2019. Très bien, dans le chat, on va encore partager le lien vers le site du ministère de la Digitalisation. On trouve toutes les données. Autre question encore, c'est si PayPal est également valide pour des contrats qui existent déjà, qui sont déjà en cours de validité. La loi de décembre 2021, tout comme la loi de 19, tout comme la directive sur laquelle se base la loi de 2019. Donc, ça s'applique toujours directement sur tous les marchés publics à partir du moment où les obligations entrent en vigueur. Donc, on ne fait pas la différence entre des contrats déjà valides et des contrats qui vont seulement commencer. Donc, la loi prime sur les aspects contractuels et il faut respecter les obligations à partir de la date énumérée dans la loi, que ce soit pour un contrat qui est déjà d'application ou qui le sera à l'avenir. Comme on a beaucoup de questions, on va en poser encore à la fin de la conférence. Et deux questions qui reviennent tout le temps. Est-ce qu'il existe des aides pour changer, adapter ces outils? Est-ce qu'il y a des aides étatiques? Pas de la part du ministère de la Digitalisation. On avait des discussions avec le ministère de l'Économie pour voir si c'était envisageable, mais jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de conclusion. Pour être clair, jusqu'à présent, ça ne peut pas encore faire du sens. Ça peut faire du sens de voir encore avec le ministère de l'Économie pour voir ce qu'eux ils pourraient proposer, mais ça serait de toute manière par le biais du ministère de l'Économie et pas par notre ministère. On pose aussi la question de savoir si jusqu'au moment où les délais entreront en vigueur, les petites communes seront également prêtes pour utiliser ce système. En principe, les acteurs du pouvoir public sont obligés depuis 2019 pour les communes depuis 2020 d'émettre ou de recevoir tout d'abord des factures électroniques. Je l'ai dit au départ, donc depuis cette date pour les communes, pour Ziggy. Ziggy a mis en place des possibilités pour toutes les communes, à l'exception de la ville de Luxembourg, parce qu'entre-temps, toutes les communes sauf la ville de Luxembourg sont dans le Ziggy, donc ils connaissent ce dossier. Et pour respecter les délais proposés, il y a des solutions qui sont en place pour pouvoir recevoir les factures. Au-delà, la loi dit que pour tous les organismes du secteur
secteur public pour toutes les entités adjudicatrices qui ne seraient pas capables de fonctionner par PayPal, qui ne seraient pas encore en mesure de recevoir des factures par PayPal, alors par défaut, leur facture serait réceptionnée par le point d'accès, par le CTIE, par l'État, et que ça passera par ce point central d'accès jusqu'au moment où l'entité sera capable de les réceptionner directement par leur propre point d'accès. Pour dire autrement, si un organisme du secteur public n'est pas capable de recevoir par PayPal, alors le point d'accès central de l'État, qui est utilisé de manière obligatoire par l'État, sera utilisé et fera en sorte de recevoir la facture électronique. On va continuer à donner la parole à Monsieur Graham. Je vais faire une petite introduction en luxembourgeois tout d'abord. La prochaine présentation, c'est Graham, Monsieur Graham, Steve. Il va vous expliquer comment fonctionne PayPal, comment ça fonctionne, ce que c'est. Et après sa présentation, on pourra encore faire une question-réponse. Et vous pourrez également poser les questions à Monsieur Soisson. Monsieur Graham, vous avez la parole. Vous nous aidez si vous voulez bien partager votre écran. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça m'a l'air de fonctionner correctement. Donc, merci beaucoup à Frédéric Semax et à tous les organisateurs pour avoir organisé cet événement. Et merci à Gérard pour avoir fait en sorte que je puisse présenter quelques informations concernant PayPal. Alors, bien sûr, je vais parler en anglais. Les slides sont en anglais. Je suis désolée, je m'en excuse. Les slides n'ont pas été traduits, ont été traduits par les organisateurs et il y aura une copie disponible par la suite. Donc, Gérard a parlé un peu dans sa présentation. Il a donné quelques réponses à quelques questions. Déjà, mais ce serait intéressant de voir également par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que je vais dire, que c'est en ligne avec ce que Gérard a dit, mais il a également des différences par rapport à ce que mon prédécesseur a dit. Alors, nous avons parlé un peu de PayPal. Alors, je vais me donner un peu l'historique de PayPal, de l'organisation, et puis essayer d'expliquer, donner quelques explications sur la manière dont PayPal fonctionne, et puis également le démarrage dans PayPal, également avec les utilisateurs finaux qui sont un peu notre auditoire. Donc, PayPal, eh bien, parfois, il y a un peu quelques confusions en ce qui concerne PayPal et OpenPayPal. Donc, PayPal est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous intégrons des processus d'entreprise en normalisant la manière dont les informations sont structurées et échangées également. Et PayPal est le nom des spécifications d'interopérabilité, des réseaux que nous fournissons et également nous travaillons dans un cadre d'interopérabilité, mais nous allons également développer cet aspect par la suite dans les autres slides. Donc, OpenPayPal, c'est ce que nous sommes. Et OpenPayPal, donc, c'est une organisation qui détient PayPal, si vous voulez, d'une certaine manière. Et PayPal, OpenPayPal a été créé en 2012 dans le cadre d'un suivi du projet PayPal qui a été lancé en 2008, qui a été fondé donc par la Commission européenne et un nombre d'autres membres consultatifs, d'autres organisations consultante. C'est une association à but non lucratif qui est basée en Belgique. Donc, c'est une structure démocratique avec des organisations internationales. Alors, c'est assez inhabituel.
Et au fur et à mesure que nous parcourons les différents slides, eh bien, les choses se clarifieront. Nous ne fournissons pas des services en tant que facturation électronique, mais nous proposons donc des spécifications et nous permettons aux personnes et aux prestataires de services de fournir des services. Alors, par rapport aux membres, nous allons parler de différents types de membres qui viennent des secteurs publics et privés également. Et nous constatons que eh bien, l'adhésion, les membres, le nombre de membres s'accroît et la plupart des personnes eh bien, se joignent à nous à travers le monde entier. Par rapport aux parties prenantes, eh bien, nous avons trois groupes principaux, c'est-à-dire les utilisateurs finaux, les prestataires de services et également les autorités PayPal. Alors, concernant les utilisateurs finaux, sont parfois également appelés participants au PayPal. Alors, on utilise parfois des terminologies un peu différentes en fonction de l'endroit où on se trouve, mais ce sont également des acheteurs et des vendeurs qui envoient et reçoivent des documents commerciaux. Les utilisateurs finaux ne sont pas obligés d'être membres d'OpenPayPal, mais ils peuvent le devenir souvent. Donc, on a des utilisateurs finaux qui nous contactent et qui veulent tout simplement devenir des membres par besoin, également pour pouvoir utiliser donc, les spécifications de PayPal. Mais ça n'est pas indispensable, bien sûr. Mais s'ils sont donc éligibles, eh bien, nous sommes tout à fait disposés à les accueillir sous notre toit. Donc, nous sommes toujours très contents d'avoir des utilisateurs finaux, mais ça n'est pas une nécessité. Également, les prestataires de services que l'on peut également appeler points d'accès PayPal ou fournisseurs SMP. Et ce sont des prestataires de services qui travaillent avec les utilisateurs finaux et qui proposent donc, qui permettent donc l'interopérabilité des processus d'activité commerciale entre les utilisateurs finaux en envoyant des documents conformes aux spécifications d'interopérabilité. Une fois qu'ils sont devenus, bien sûr, membres de OpenPayPal. Ensuite, nous avons également les autorités PayPal. Les autorités PayPal sont le gouvernement, donc les agences gouvernementales, les ministères également. Et ces autorités, eh bien, gèrent l'adoption de PayPal dans les différentes juridictions concernées et ils peuvent devenir également membres de notre PayPal. Voilà, ce sont les trois principales parties prenantes. Mais nous avons également des observateurs tels que les institutions académiques, par exemple, départements du gouvernement qui ne sont pas forcément des autorités PayPal, mais qui deviennent tout simplement observateurs par rapport à cette structure et concernant les spécifications PayPal. Alors, en termes de nombre de membres, voilà, nous en sommes. Nous étions en tout cas en novembre l'année dernière avec 17 pays, avec des autorités de PayPal. Donc, il est bon de noter qu'il n'est pas nécessaire pour un pays d'adopter PayPal, ce n'est pas une obligation, mais ils peuvent être une autorité de PayPal. Nous avons, mais pas forcément. La Finlande, par exemple, il n'y a pas d'autorité PayPal, mais ils peuvent également devenir membres et peut-être au cours de cette année. Mais ça n'est pas une nécessité absolue et nous avons donc pour le moment 17 pays qui ont des autorités PayPal. Nous avons également 39 pays avec des membres de PayPal. Et puis ensuite, le nombre de membres, 493. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous en sommes peut-être, nous approchons des 500, si ça n'est pas déjà fait. J'ai mentionné également l'adoption croissante de PayPal au-delà de l'Europe également, non seulement au sein de l'Europe. Nous avons maintenant 4 pays qui se sont joints avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon également, en Chine également.
donc premier membre d'OpenPayPal en Chine en septembre 2021. C'est une petite pierre, mais je pense que les choses vont peut-être s'étendre davantage. Il y a également une organisation qui s'appelle Business Payment Coalition, qui travaille, donc ça travaille en cours pour établir un cadre américain pour la facturation électronique avec la participation donc, de notre structure. Et, peut-être à l'échelle nationale ou fédérale, mais peut-être que l'ensemble des États-Unis adoptera ce système d'OpenPayPal au cours des années à venir. Voilà à peu près notre carte mondiale de l'adhésion à PayPal. Alors, vous voyez donc une certaine concentration au niveau de l'Europe et vous voyez donc les différentes zones qui sont mises en exergue avec la Chine également. Mais il faut être assez prudent dans la manière d'observer cette carte. Mais si on regarde différentes autorités, PayPal, selon les différentes couleurs qui apparaissent, en bleu foncé, bleu clair ou médium, vous avez donc différents pays, donc en bleu clair, les pays avec des membres d'OpenPayPal, les pays qui sont certifiés avec des prestataires de services et puis des pays avec des autorités. Alors peut-être, nous espérons bien sûr que toutes ces parties grises, par contre, qui ne sont pas concernées, eh bien, le seront dans un avenir assez proche. En ce qui concerne la deuxième partie de ma présentation, j'aimerais parler de ce que nous appelons les trois piliers de PayPal avec les spécifications d'interopérabilité commerciale de PayPal, ensuite le réseau PayPal, également les dispositions de gouvernance de PayPal. Alors, la première partie, ce sont simplement les spécifications d'interopérabilité qui concernent le contenu et le format des documents échangés entre les prestataires de services. Et puis, avec l'utilisateur final également. Cela a déjà été mentionné auparavant, mais c'est bien de rappeler un peu la manière dont le système fonctionne. Alors, tout type de document peut être échangé entre les vendeurs à travers, donc en envoyant tout cela par le biais de OpenPayPal. Avec un document, nous continuons de développer les différents types de messages et listes de terminologie que nous utilisons. Et une fois que nous avons donc ces spécifications à partir des messages, eh bien, nous opérons un affinage et nous mettons à jour les spécifications au fur et à mesure des nouvelles exigences qui apparaissent ou des nouvelles demandes qui apparaissent. Et nous espérons déjà mettre une mise à jour d'ici octobre. Nous avons donc un service de prestataire de services certifié. Donc, cette architecture de réseau dans le réseau PayPal, l'architecture de réseau qui est utilisée pour permettre aux prestataires de services certifiés par PayPal d'envoyer, de recevoir des documents PayPal PIS pour le compte des clients utilisateurs finaux. Et enfin, il y a la disposition de gouvernance de PayPal, qui est une configuration organisationnelle, c'est-à-dire un ensemble d'accords juridiques. Nous avons donc une organisation, nous avons des accords entre les différentes parties prenantes qui définissent les règles selon lesquelles l'activité de PayPal est entreprise dans un cadre d'interopérabilité complet. Voilà, ce sont un peu les trois éléments que nous allons pouvoir développer. Ensuite, au niveau de l'interopérabilité, des spécifications d'interopérabilité commerciale de PayPal, où nous essayons donc d'être en phase avec la norme européenne et nous avons
également ce langage universel donc, qui prend actuellement en charge les achats avant et après adjudication. Donc, vous voyez ici une liste de types de documents pour la passation des marchés, après l'attribution ou après adjudication. Et c'est un schéma que chaque pays adopte, quelques pays qui ne l'adoptent pas ou qui ne l'ont pas encore adopté dans la facturation. Puis il y a d'autres pays qui souhaitent adopter la plupart de ces messages en termes d'activité commerciale et d'efficacité. Je pense que c'est important d'un point de vue commercial d'avoir une solution pour une demande. Et ce que nous faisons, c'est que essayons d'avoir un schéma type et de manière à ce que d'un point de vue commercial, eh bien, il y a une seule facturation, un seul type de facturation à effectuer dans le cadre de PayPal qui fournit donc également pour les autres messages donc un schéma. Et nous avons également travaillé, nous avons une logistique donc, où nous essayons de développer donc, ces fameux des messages. La Scandinavie se concentre notamment sur la logistique et d'autres domaines également. Donc ici, vous voyez un peu le diagramme du réseau PayPal. Et donc, vous avez des petits cercles dans les boîtes. Nous avons C1, C2, C3, C4 avec le modèle 4 coins. Et ensuite, nous avons organisé donc une structure verticale normalisée et non normalisée. Et donc, ça, c'est très important d'un point de vue utilisateur final en tant qu'utilisateur qui envoie des messages. Et lorsqu'ils envoient leur message, eh bien, ils peuvent l'envoyer à travers le système qu'ils utilisent et avec un système de portail PayPal que peuvent utiliser également les prestataires de services. Et il n'est pas nécessaire de devoir changer son système complètement pour pouvoir devenir un membre PayPal. Le prestataire de service donc fait en sorte que le message puisse être intégré dans les spécifications PayPal. Et ce qui veut dire qu'au niveau de la clé de ce modèle qui est à 4 points, c'est un registre d'adresse centrale qui permet donc la découverte dynamique des participants, où le prestataire de service va convertir les différents messages par rapport aux demandes de l'utilisateur final. À droite, nous avons SML et SMP. C'est une composante assez importante. SML, c'est un service qui est mondial et c'est un système d'enregistrement de tous les prestataires de services. Donc, en tant que prestataire de service, si vous voulez envoyer un message pour votre utilisateur final, eh bien, vous devez savoir quel style d'utilisateur, de prestataire de service vous devez utiliser. Et donc, nous utilisons SML et SMP qui va résoudre le problème. Une fois que vous avez trouvé votre prestataire de service, eh bien, vous pouvez trouver les messages qui sont acceptés de manière à ce que vous pouvez envoyer votre facture en sachant que l'acheteur est enregistré et à même de pouvoir recevoir vos messages. Donc, c'est bon, vous voyez l'explication qui est écrite à droite, c'est un peu compliqué à expliquer, mais cela résume assez bien le fonctionnement. Ensuite, je dirais, il y a 3
piliers concernant la gouvernance, donc le pilier 3 concernant la gouvernance PayPal. Comme je l'ai dit, Open PayPal ISBL est une association internationale à but non lucratif qui est basée à Bruxelles. Nous avons donc une assemblée générale avec les différents membres votant de l'association. Nous avons un règlement intérieur également, des statuts qui sont approuvés par le comité de gestion et une copie de ces statuts et des réglementations sont disponibles. Et ensuite, Open PayPal donc, se réunit. Donc, avec, les statuts sont également approuvés lors de l'Assemblée générale par les membres votants. Nous avons des accords juridiques avec les autorités locales et le PayPal Authority ont également des accords avec les prestataires de services. Et nous essayons de passer à différents types de nouveaux accords, les fournisseurs de services qui offrent des services au PayPal, les utilisateurs finaux dans le cadre d'accords commerciaux bilatéraux, par exemple. S'il n'y a pas d'autorité PayPal dans un pays, eh bien, il signe un accord avec l'autorité correspondante. Alors, les relations entre le prestataire de service et l'utilisateur, il n'y a pas d'accord au PayPal. C'est un accord commercial, tout simplement, qui se fait entre le prestataire de service et l'utilisateur final. Parce que vu le nombre de prestataires de services très compétitifs, donc nous avons toute une variété de prestataires de services et le volume de prestataires de services fait qu'il y a un niveau de concurrence assez important, qu'ils fournissent des services à des prix compétitifs aux différents utilisateurs finaux. Donc ça, c'est un premier élément de la gouvernance. J'ai également parlé du cadre d'interopérabilité que vous voyez ici à droite, et c'est essentiellement du côté de la gouvernance. Il y a des gouvernements également, il y a des accords de la part de l'autorité. Vous voyez le cadre avec la spécification de messages et puis la spécification des réseaux également. Et par rapport à mon expérience, lorsque j'ai démarré à travailler dans PayPal, je travaillais donc au Royaume-Uni. Dans une banque, nous avons décidé d'adopter PayPal et c'était il y a quelques années, en 2013 par exemple. Et une des questions qui était vraiment importante pour moi, c'était les détails. Il y avait toute cette information et les informations sont disponibles sur le site web, mais qui ne sont pas forcément facilement accessibles. Et il y a une grande perte de détails. Et donc, je me base sur une expérience de 10 ans, ce qui était nécessaire pour l'interopérabilité. Et l'élément a été soutenu par les autorités, les fournisseurs de services du monde entier. Et c'est important de mentionner cet aspect. Puisque au niveau de la gouvernance, il favorise l'interopérabilité des processus d'entreprise par l'échange électronique de documents commerciaux. Vous avez ici donc une sorte de hiérarchie avec un secrétaire général, avec un comité de gestion, comité des élections, et toutes ces personnes sont élues. Et tout en bas des petites boîtes à gauche, lorsque nous avons parlé des communautés, nous avons les différentes communautés en se concentrant sur le réseau network. Nous avons donc
différents membres. Nous avons le CTC également avec une sorte de banque dans laquelle on peut collecter les différentes informations. Et à droite, nous avons donc la communauté des parties prenantes où chacun se retrouve dans sa communauté et ils peuvent influencer le développement de PayPal dans toutes les directions, en fait. La participation est importante et quel que soit l'endroit où PayPal est opérationnel. Nous avons, pour revenir donc au bureau, nous avons un groupe de personnes donc, qui sont élites et ils s'intéressent au développement de l'ensemble du cycle de la structure et les communautés se retrouvent dans un comité de coordination où ils travaillent dans les différents domaines qui les intéressent pour s'assurer que le travail de développement, donc l'organisation est prioritaire. Alors, lorsque l'on se lance donc, dans PayPal, donc les premiers pas dans PayPal avec l'utilisateur final, eh bien, les services de PayPal peuvent être obtenus auprès de prestataires de services certifiés PayPal. Alors, les services PayPal viennent donc des prestataires de services certifiés. Nous avons une liste de ces prestataires sur le site et vous pouvez tout simplement choisir eh bien, le prestataire avec lequel vous souhaitez travailler. Et donc, nous avons une liste de services, prestataires de services qui sont disponibles. Nous avons également des points d'accès. Nous avons des fournisseurs de systèmes ERP compatibles avec PayPal. Nous avons également certains fournisseurs de services certifiés par PayPal qui offrent des services donc de points d'accès, comme je disais, à coût réduit ou coût zéro. Concernant également les logiciels de comptabilité, nous avons des fournisseurs de systèmes et de logiciels de comptabilité qui offrent une certaine fonctionnalité PayPal, qui ne sont pas forcément tous certifiés PayPal, mais ils peuvent également constituer une option utile pour les micro-entreprises. Et cela fonctionne et nous encourageons les personnes à aller sur le site pour pouvoir eh bien, consulter la liste des prestataires de services et puis voir un peu la manière dont ils se concurrencent également. Ce qui est également intéressant au niveau des micro-PME, il y a parfois donc ces services qui sont fournis à coût réduit ou parfois à coût zéro. Et on évite de compliquer un peu les situations. Il y a un portail tout simplement qui vous permet d'entrer, d'avoir accès aux différentes données. Donc, il y a une solution également pour tous les utilisateurs, qu'ils soient petits ou grands. Donc, les utilisateurs finaux de grandes entreprises ou de petites entreprises, de micro-entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions disponibles pour les différentes tailles d'entreprises. Il y a des informations qui sont fournies également par l'autorité belge de PayPal en 2015 que l'on peut trouver également ici en consultant cette adresse qui s'affiche. Et en 2015, donc, une partie du travail a été fait par les autorités belges, mais
on peut voir donc les différentes informations qui ont été listées sur le site web, listées par les autorités PayPal également. Il y a des organisations qui proposent des types de logiciels qui sont listés au niveau de l'information fournie par l'autorité belge et qui pourrait être intéressant pour l'utilisateur final. Donc, voilà ce que nous fournissons. Donc, pour le Luxembourg, ça pourrait être intéressant de consulter un peu ce site. Comme je l'ai dit auparavant, donc les utilisateurs finaux, ils ne sont pas tenus de devenir membres d'OpenPayPal. Ils sont bien sûr invités à devenir membres et plus il y en a, eh bien, plus la qualité eh bien, sera affinée dans le travail qui est réalisé, dans le fait de voir ces utilisateurs finaux se réunir et plus ils participent, ils peuvent participer également à la communauté donc d'utilisateurs finaux de PayPal également. Donc, nous sommes tout à fait prêts à accueillir des membres qui souhaitent devenir utilisateurs finaux, mais à nouveau, ils ne sont pas obligés de participer. Mais la participation permet aux utilisateurs finaux d'influencer le développement de PayPal. Vous pouvez, en cas d'adhésion, en tout cas, vous pouvez contacter OpenPayPal. En ce qui concerne, voilà, pour résumer, eh bien, PayPal est un langage commun pour donc, des activités commerciales. Parfois, en travaillant avec un prestataire de service, cela vous permet également d'avoir accès aux différents utilisateurs finaux. Donc, vous pouvez envoyer et recevoir des messages. Cela simplifie parfois les accès. Et donc, en fonction de la réponse que vous recevez, vous pouvez avoir accès à différents utilisateurs finaux. Il y a une certaine efficacité également du marché, donc grâce au modèle dont je parlais, 4 coins. Et People favorise également une grande interopérabilité des processus d'entreprise. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir davantage d'informations, eh bien, vous pouvez consulter ces sites. Sinon, bien, je répondrai à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Graham. Nous avons quelques questions. Est-ce qu'il y a donc un point d'accès spécifique d'Apple pour tester l'infrastructure je ne suis pas sûre de comprendre ce que le fait de tester veut dire. Il n'a pas vraiment besoin de tester l'utilisateur final. Une fois que l'utilisateur final, une fois que on a un prestataire de service, le prestataire de service enregistre donc les capacités donc, du utilisateur final. Et donc, si ils envoient donc une facture PayPal, ils peuvent l'envoyer au prestataire de service, ensuite qui procédera à l'enregistrement, mais il n'a pas vraiment besoin de tester. C'est l'une des attractions de PayPal. Vous n'êtes pas pris dans les méandres d'une série de tests d'activité. Une fois que vous êtes connecté, eh bien, le prestataire de service eh bien, s'assure, fait en sorte que l'ensemble fonctionne. Donc, votre connexion, une fois que vous êtes connecté, eh bien, voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une limite au niveau de l'envoi des documents? Non. Les spécifications vous permettent également de joindre des fichiers.
Donc, s'il y a besoin d'envoyer des pièces jointes, eh bien, c'est possible et ça ne devrait avoir aucun impact sur le fonctionnement. Et bien sûr, l'ensemble des documents sont codés en XML, etc. Donc, ce n'est pas du tout un problème et la taille non plus des fichiers n'est pas un problème. Une autre question, comment est-ce que nous pouvons savoir si d'autres sociétés utilisent OpenPeople? Est-ce qu'il y a une liste de sociétés qui utilisent OpenPeople? Oui, alors nous avons un répertoire, donc OpenPeople. Donc, ça n'est pas utilisé, il n'est pas complet. Nous encourageons tous les prestataires de services à intégrer donc les différentes informations de leurs utilisateurs finaux. Donc, il n'est pas encore très complet. Mais chaque information figure dans SMP, donc information concernant l'utilisateur final. Et dans chaque pays, on pourrait avoir tout simplement une base de données peut-être centralisée auquel le prestataire de service aurait accès. Et donc, il y aurait un système centralisé pour les utilisateurs finaux. Sinon, il y a un SMP décentralisé où chaque prestataire de service a un SMP et par ce système de découverte dynamique, on peut se connecter à SML, trouver le SMP et puis permet de connaître différentes capacités. Donc, à nouveau, d'un point de vue pratique, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y a un prestataire de service auquel vous adressez, vous envoyez les factures et si la personne peut recevoir le message, eh bien, il sera envoyé par votre prestataire de service. Sinon, par le prestataire de service, eh bien, enverra un email ou chose comme ça. Et donc, le prestataire de service, en fait, se chargera donc de véhiculer et de transférer au récipiendaire ou tout simplement à la personne donc sous PayPal. Merci. Quels sont les bénéfices donc de devenir membre PayPal et s'il est nécessaire de devenir membre PayPal pour les artisans? Non, ce n'est pas nécessaire pour les traders finaux, donc il n'est pas indispensable. Bien sûr, nous encourageons, nous souhaiterions que vous deveniez membre, mais très peu d'utilisateurs finaux sont membres d'ailleurs, mais si vous voulez devenir membre, eh bien, cela vous donne une possibilité d'influencer le développement de PayPal. Vous voulez peut-être encourager l'introduction vous voulez envoyer un message à votre client, si vous êtes un vendeur ou inversement, vous pouvez encourager peut-être le développement d'un nouveau système de transfert de messages, etc. Et il y a des systèmes donc d'élection et de vote au sein du cercle PayPal. Et donc, eh bien, votre question peut devenir une question prioritaire. Enfin, vous avez une voix une fois que vous êtes membre au sein de cette structure par rapport à des choses que vous souhaiteriez voir évoluer. Mais en tout cas, proportionnellement, il y a très peu d'utilisateurs qui sont membres de OpenPayPal, qui deviennent membres. Et une autre question concernant la conformité GDP. Alors, la gouvernance et PayPal. Eh bien, nous attendons à avoir une nouvelle structure qui va être mise en place, qui est développée par les autorités PayPal et les prestataires de services et qui permet de renforcer un peu les exigences en termes de GDPR.
pour s'assurer de la conformité aux spécifications, également donc un message qui est envoyé à travers le réseau PayPal, c'est comme un système de mail qui serait envoyé et il faut s'assurer que l'enveloppe n'est pas ouverte pendant son cheminement jusqu'au destinataire final. Donc, c'est tout un processus sur lequel on travaille pour sécuriser. Alors, concernant les points d'accès certifiés, SDP, oui, c'est un point d'accès certifié sécurisé. In fact, while you're looking, we had one of the people from SAP was a... Une personne de SAP était du comité directeur il y a 2 ans qui a changé. Mais l'SMP a joué un rôle au niveau du comité de gestion. Mais si vous êtes membre, eh bien, ça vous permet au niveau des élections de postuler aussi pour différentes fonctions. Par exemple, on a des représentants également. Donc, c'est un peu l'avantage que vous apporte également le fait d'être membre d'Open PayPal. Et si vous occupez un poste, il y a des postes qui sont occupés pendant 2 ans, vous pouvez être réélu, vous pouvez être en concurrence, et il y a un système de compétition entre les personnes. Et nos collègues étaient donc membres pendant 3 ans et il a fait partie de l'équipe des représentants. Voilà, en attendant votre question. Et notre question concernant les prestataires de services, est-ce qu'il y a une liste par pays ou bien au sein de l'Union européenne ou bien des prestataires de services propres à PayPal? Alors, le listing sur le site web PayPal produit donc une série de prestataires de services certifiés dans chaque pays où ils sont basés. But you could probably copy it into Excel and search it Vous that pouvez way. prendre une liste, pas forcément une liste qu'on peut prendre et copier dans Excel, mais en tout cas, ça existe dans chaque pays spécifique. Et donc, c'est assez facile d'utilisation, c'est assez intéressant, mais bon, on essaie en tout cas d'améliorer le fait que ce soit assez agréable à faire fonctionner. Nous essayons d'améliorer le système encore à l'heure actuelle. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, mais nous allons essayer de répondre à certaines questions. Ja. Okay, On va continuer en luxembourgeois. Alors, Steve, pour votre information, je ne sais pas si vous avez eu l'information, vous pouvez avoir l'interprétation. Donc, si vous voulez comprendre ce que je veux dire, il y a une interprétation également qui a lieu. Ce que je veux dire, il y a beaucoup de questions qui traitent des prix. D'abord, pour clarifier, PayPal en lui-même ne coûte rien, ne demande pas de contribution. Il y a évidemment des fournisseurs qui proposent des points d'accès PayPal parce qu'ils doivent mettre en place une infrastructure pour se connecter à PayPal et ça leur coûte quelque chose. Donc, forcément, ils facturent ce service. Dans cette forme, l'envoi par PayPal n'est pas complètement gratuit. Il faut payer le fournisseur de services qui le fait ou le logiciel qu'on utilise, le coût du logiciel. Pour donner un prix général, ce n'est pas possible parce que c'est un marché privé.
Ce n'est pas que l'État détermine des prix ou que PayPal détermine les prix, c'est bien chaque fournisseur de services qui voit avec son client ce qu'il y a à payer. En général, ces coûts par message sont extrêmement bas. Ce que Stephen Graham a dit, il y en a qui proposent des solutions pour des toutes petites utilisations. Ça semble être complètement gratuit. Si vous disposez déjà d'une solution de facturation existante ou une solution RP, alors il faut voir dans quelle mesure la société qui permet alors la transmission par PayPal envoie des factures, si ces sociétés le facturent en plus ou pas. J'imagine qu'il y a peut-être des solutions, il n'y a pas de coûts supplémentaires, mais ce n'est pas l'État qui en décide, ce sont les fournisseurs privés qui proposent ces solutions. On est client et puis il faut voir quelle est la meilleure offre qui existe sur le marché. À ce sujet, il faut dire que la facturation traditionnelle n'est pas sans coût non plus. Ça coûte de l'argent de faire la facturation traditionnelle et en général, ça coûte bien plus cher que la facturation électronique. Rien que si on considère qu'il faut le papier, les enveloppes, le timbre, le travail qu'il faut pour émettre la facture. C'est aussi, il faut du travail, c'est une charge de travail au niveau personnel. Les factures non structurées ne peuvent pas être traitées automatiquement, donc ça crée un coût. Donc, d'après toutes les études, le coût d'une facture traditionnelle, ça coûte nettement plus cher que l'émission d'une facturation électronique sur base de factures structurées électroniques. Si bien qu'à terme, pour la société, le coût est moindre. Déjà, c'est moins cher d'émettre la facture, moins cher de l'envoyer. Aussi, c'est moins cher quand on reçoit une facture de la traiter. Mais pour chaque changement, il y a toujours, c'est toujours lié à un investissement. On ne peut pas le nier. Mais c'est un investissement qui, en général, devient intéressant au fil des années. La plus facile des solutions pour des petites entreprises, c'est une solution de comptabilité, de facturation qui, par défaut, est possible, permet d'envoyer des factures par PayPal. C'est peut-être la solution qui procure le moins de stress. Sinon, c'est de louer un point d'accès. Il y a beaucoup de sociétés qui proposent ce service. Il ne faut pas obligatoirement que ce soit une société au Grand-Duché. PayPal fonctionne avec tous ceux qui ont un point d'accès PayPal, que ce soit offert ici à Luxembourg ou ailleurs. Ça ne fait pas de différence au niveau du fonctionnement. Dans l'échange, vous avez vu qu'il y a une série de sociétés qui disent qu'ils proposent ce genre de service. Et je sais qu'il y a des sociétés qui veulent devenir conformes à PayPal par défaut pour que par leur solution de comptabilité, on peut envoyer des factures PayPal. Donc, en tant que représentant de l'État, c'est difficile de dire aller plutôt vers une société ou vers une autre. C'est difficile pour nous de faire ce genre de proposition. Peut-être la Chambre de commerce va y travailler et faire et fera de la communication. On a un devoir de neutralité, je veux le dire. Il y a des prestataires agréés que vous pouvez trouver. Je vais vous envoyer le lien vers 6 prestataires agréés.
Ensuite, encore une question concernant les factures, par exemple, qui doivent être validées par un bureau d'architecte. À ce sujet, est-ce que vous avez davantage d'informations sur le déroulement du principe? Dans les autres pays, en général, tout ce qui demande un processus de validation en amont, par exemple, un bureau d'architecte envoie des factures qui doivent être vérifiées. C'est en général, ça se fait de manière indépendante de PayPal. Les sociétés peuvent continuer à le faire comme elles le souhaitent, comme elles le font maintenant. Mais alors, à un moment, la facture est faite par le bureau d'architecte, notamment au nom de l'autre entité, une fois qu'elle est validée, qu'elle est prête à l'envoi. Pour le dire plus simplement, tout ce processus de validation et de vérification peut continuer à se dérouler comme c'est le cas pour le moment. La seule chose qui change, c'est la transmission finale de la facture au client respectif. Question suivante. Le format XML, est-ce qu'il est similaire ou est-ce que c'est le même que celui qui est utilisé en France, qui s'appelle Kouros? C'est facture X ou les X-Rechnung en Allemagne, c'est la même chose. Il y a aussi Subweb en Allemagne. En grande partie, c'est la même chose parce que les deux fichiers basent sur les normes européennes, mais il y a bien sûr des différences. Ce n'est pas 100% la même chose. Le problème, c'est que la France, c'est en partie l'Allemagne, ils ont mis en place une solution nationale qui fonctionne uniquement au niveau national et en partie, il y a une incompatibilité qui se crée, mais le facteur X et X-Rechnung, en principe, ils sont conformes aux standards européens. Donc, on peut utiliser ces factures pour les téléverser et les envoyer par ce biais-là. Mais ce n'est pas exactement la même chose qui est envoyée par PayPal. Mais si on dispose déjà d'une telle facture, ça veut dire qu'on a déjà une facture structurée. Alors, ce n'est pas difficile ou c'est plutôt facile de la transformer et de l'envoyer par le biais de PayPal, parce que le plus gros du travail, c'est d'émettre des factures électronique. Si on a déjà une facture X, alors un fournisseur de services peut simplement transformer cette facture en un format PayPal et l'envoyer par ce biais. Autre question? Donc, conserver les documents durant une période légale. Donc, pour cette conservation, est-ce qu'il faut faire attention quand on traite les factures par PayPal dans le système d'archivage n'est pas touché par le fait qu'on a une facture électronique. La forme reste toujours la même. Il faut tenir compte du fait que dans ce cas de figure, l'original est un fichier XML et pas un document papier. Donc, l'original est bien le XML dans PayPal. Oui, ça répond à la question. Autre question qui revient à plusieurs reprises. Est-ce qu'on a le choix ou est-ce qu'il reste plus qu'une seule solution pour faire la facturation électronique? Dans ce cas-ci, en l'occurrence, PayPal. La loi dit que pour la transmission automatisée, il faut utiliser PayPal. Ça doit se faire par PayPal. Donc, il y a les deux formulaires qui sont des possibilités
alternative. Il n'y a pas d'autre possibilité de transmission. Ce n'est pas différent dans d'autres pays. Luxembourg est très ouvert à cet égard. On va utiliser PayPal alors qu'il y a des solutions, ceci en comparaison avec la France ou l'Italie qui ont des solutions nationales. Mais ici, on a une solution qui fonctionne de manière transfrontalière. Ensuite, une question qui ressemble à une qui a déjà été posée. S'il faut une validation, par exemple, par un bureau d'architecte, alors il faut d'abord utiliser la voie classique pour la validation et puis en plus passer par PayPal pour envoyer la facture. Est-ce correct? Dans ce cas de figure, le bureau d'architecte, s'il continue à faire comme maintenant, si je comprends correctement, le bureau d'architecte envoie la facture au nom du client, alors le bureau d'architecte devrait envoyer la facture sous facture électronique. Ce qui se passe en amont, c'est le choix de ceux qui sont impliqués. Ils peuvent faire comme ils veulent. La seule chose qui nous importe, c'est que la facture parvient à l'instance finale en tant que facture électronique. Je vois encore d'autres questions relatives au paiement plus rapide. On peut partir du principe que le paiement est plus rapide parce que la facture parvient plus rapidement, mais il n'y a pas de garantie dans la loi. C'est un des objectifs par le traitement électronique que les processus soient accélérés. Autre aspect qu'il faut clarifier, la question a été posée à plusieurs reprises. En cas d'un client, je parle du B2C, du client particulier, par exemple de ceux qui n'ont pas d'accès à PayPal, à Internet. Pour clarifier, ça ne concerne pas les sociétés qui travaillent avec des clients privés. L'obligation de facturer de manière électronique ne concerne que les marchés publics et que les contrats qui se font entre une société et un organisme du secteur public qui tombe sous la législation du marché public. Toute facture faite entre deux privés, les sociétés privées continuent à faire à leur gré. Ce n'est pas couvert par la législation, donc il n'y a pas de nouvelles applications. Donc ici, notre cas de figure, ça porte uniquement au marché public. Entre une société privée et un opérateur public, comme on l'appelle, ou entre un organisme du secteur public. B2B en tant que tel n'est pas couvert par la loi. Il n'y a pas de nouvelles obligations à cet égard. Bien sûr, l'objectif de la loi vise à créer une dynamique sur le marché pour que les sociétés utilisent plus tard PayPal pour facturer entre entreprises. Parce que de toute manière, ils l'utilisent pour facturer à l'État. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour facturer entre entreprises? Mais ce n'est pas une obligation. Merci, le temps court. C'est pour ça les deux dernières questions. Et puis, je vous dirai comment nous joindre si vous avez encore d'autres questions. D'une part, en cas d'audit, est-ce que les factures imprimées comptent toujours ou est-ce qu'il faut avoir recours au fichier XLM? C'est comme aujourd'hui, une facture imprimée peut toujours considérée comme une copie. Aujourd'hui, souvent une copie est acceptée. Fondamentalement, notre manière de fonctionner,
ce qu'on fait à l'État, c'est que sur base des fichiers XML, on fait d'office une copie PDF, c'est-à-dire on va extraire le fichier XML, on génère un PDF qui affiche les informations du fichier XML pour que le comptable puisse les voir facilement et ne doivent pas lire le fichier XML. Et ce sont ces fichiers qui seront utilisés dans le processus journalier. Ça ne change rien au fait qu'il faut conserver le fichier XML et l'archiver pour le cas où il y avait une différence, qui ne devrait pas être le cas. Mais au cas où il y aurait une discussion, alors on aurait à disposition le fichier original. OK, merci. Encore une dernière question par rapport à la signature électronique. Est-ce qu'il y a des aspects, puisque tout va se passer par PayPal, est-ce qu'il y aura des changements par rapport à la signature électronique ou l'obligation? Il n'y a pas de signature électronique sur les factures PayPal. Comme maintenant, de nos jours, la plupart des factures ne sont pas signées. C'est la même chose chez PayPal. Ces factures ne sont pas signées. Donc, il n'y a pas de lien avec LuxTrust par rapport à PayPal parce que entre back office et PayPal, ça ne se passe pas par LuxTrust. Vous avez un FTP ou quelle que soit la connexion avec vos points d'accès, ça dépend de vos besoins. Le fichier est transmis et le point d'accès PayPal le transmet. Et dans ce processus, ça ne demande pas de signature LuxTrust. Je pense qu'on arrive à la fin de la conférence de cet après-midi. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur ehandwork@cda.lu. J'envoie encore le lien par le chat. Vous aurez les informations pertinentes et la liste des prestataires et également nos informations de contact. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions qui subsistent. Je vous remercie. Merci tous nos orateurs. Merci à Intérêt Partenaires pour l'interprétation. Et s'il reste des questions, le lien est dans le chat et je vous recommande de le copier pour avoir tout ce qu'il vous faut comme information. Et je vous souhaite encore un bon après-midi.